Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Je suis de retour d'excellentes vacances, prêt à me remettre au travail. Mais maintenant, je suis prêt à me concentrer à nouveau sur le sujet et je veux commencer par quelque chose de très particulier. C'est de la propagande russe. Impossible d'inventer ce genre de choses, mais ce n'est pas nécessaire car ils le font eux-mêmes. C'est fou, tu sais. La Douma russe a officiellement déclaré l'organisation internationale sataniste comme groupe terroriste, une organisation terroriste. Maintenant, elle n'existe plus vraiment. Ou si elle existe, c'est vraiment petit, localisé quelque part, quelques satanistes locaux. Mais quelles sont les chances que, quelques jours après, la Douma russe déclare l'organisation internationale sataniste comme groupe terroriste ? Les Russes, on trouve un hôtel sataniste ukrainien dans le sous-sol d'un village qui aurait été fabriqué par des soldats ukrainiens en retraite et qui a été abandonné. Tu sais, mais le fait intéressant, c'est que les Russes contrôlent ce village depuis 5 mois. Comment est-ce que c'est arrivé là ? C'est une pure création de propagande russe, mais c'est tellement rare et tellement particulier. Je veux le partager avec toi. Le gars descend à la cave et qu'est-ce qu'il y trouve ? C'est ça. Regardez cet hôtel sataniste de l'armée ukrainienne. La chose est évidemment là, carte sur table. Ceci est fabriqué par les Russes, ce ne sont que des films de Moscou, vous savez, de la propagande russe qui met en scène ces choses juste après que la Douma a déclaré que c'était, vous savez, une organisation terroriste. Donc ils le font pour le public russe interne. Mais le fait est que des propagandistes russes ont dû descendre dans ce sous-sol pour le faire. C'est comme « Ah, c'est l'endroit parfait pour ma prise de vue, d'accord, comment faire un hôtel sataniste ?» Et je pense qu'il a demandé. « ChatGTP, tu as un gong ici. Tu as un calice, tu as une sorte de tête ou de crâne de chèvre, tu as une bougie. Je veux dire, c'est du pur ChatGTP tutoriel. Comment fabriquer un hôtel sataniste ? Nous avons de nombreuses informations stratégiques et importantes à venir plus tard dans cette vidéo. Mais je voulais commencer cela avec quelque chose de plus drôle, parce que c'est le 1er août et on a tous besoin de rire un peu. Encore une fois, celle-ci, on ne pourrait pas l'inventer. Et on n'a pas besoin de le faire parce que le ministère russe de la Défense le fait pour nous. C'est une mère qui a perdu son fils lors d'une attaque de la tempête Z, ou d'un assaut de chair à canon russe en première ligne. Et vous savez ce que le ministère de la Défense lui donne ? Regardez ça. Laissons la pierre dans le régiment comme monument. Dieu merci pour la pierre. D'accord, alors on prend la pierre, Dieu merci pour la pierre. Le ministère de la Défense de Russie, Sergueï Chaïgou, a pris sous son contrôle personnel toute l'aide apportée à cette famille. Vous savez, j'ai perdu mon fils, mais au moins j'ai cette pierre. J'ai eu une pierre pour ça, même pas un sac de pommes de terre, même pas quelques poissons. J'ai eu une pierre en Russie. Tu as une part de toi, tu fais partie de la tempête Z, tu fonces comme ton arrière-grand-père. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tu libères, tu sais, peu importe Bamut comme lui a libéré Berlin. C'est eux ce qu'ils vendent au peuple, et il a eu une pierre pour ça, un grand monument, une flamme éternelle pour les morts de la guerre mondiale. Et toi tu as une pierre, mais cette pierre a l'air un peu moins chère. Honnêtement, regarde cette pierre, je veux cette pierre. Mes amis, je vais maintenant vous raconter une histoire des forces armées ukrainiennes. C'est l'une des missions de sauvetage les plus folles d'un soldat isolé que j'ai jamais vues. C'est un peu comme sauver le soldat Ryan, sauf qu'ici, ils sont modernisés avec un vélo électrique. Je ne plaisante pas. Un soldat qui tenait la ligne depuis 5 jours à la position de 360 degrés. Cela signifie un soldat isolé tirant dans toutes les directions, n'autorisant pas les unités Stormzit à passer. Et il en a abattu quelques-uns, en fait pas mal d'orques autour de lui. Incapable de s'évacuer par lui-même, on lui a livré un vélo électrique de 40 kg directement à sa position. C'était comme une mission de sauvetage, avec même un drone de reconnaissance dans les airs. Comme vous pouvez le voir, ils ont un grand écran montrant sa position, montrant les orques russes autour de lui. En fait, il a détruit, envoyé l'un des orques russes dormir avec les poissons avec une mine massive. Nous pouvons tout voir dans cette vidéo. D'accord, je t'entends bien. Ils ont une communication radio avec le commandement. Je t'entends bien. Allez, commençons. C'est le gars, l'Ukrainien.
Il a pris une mine anti-char, et il la jette dans les buissons, là où il y a un ORC russe. Et apparemment, la mine a touché un drone au sol, qui avait un explosif dessus. Quand même, et ils ont tous les deux explosé, provoquant une énorme explosion que je ne vais pas vous montrer ici. Mais nous allons continuer. Après cela, il n'y avait plus d'orques, et le commandement ukrainien a utilisé un Baba Yaga, un gros quadricoptère, pour le livrer. Un vélo électrique de 40 kg, pour qu'il puisse s'évacuer tout seul. C'est quelque chose tout droit sorti du monde de la science-fiction. Je n'avais tout simplement pas le choix. Je prendrais cette mine. Il se trouve que j'ai touché le drone, là où le ORC était assis. Il a lancé sa dernière grenade, sa toute dernière grenade. La grenade a touché le drone et le drone a explosé en même temps. Avec la grenade, c'est une suite d'événements folles qui s'est produite. Et a éliminé le ORC qui le tenait et ne le laissait pas partir. Vas-y, dépêche-toi au maximum, aussi vite que possible, aussi vite que possible. Et ils descendent la moto ici. Quelqu'un m'avait dit qu'un jour on livrerait un vélo de 40 kg par avion. Un vélo de 40 kg. Je veux dire, c'est une mission de sauvetage complètement folle. Juste après le gars qui s'était battu pendant 5 ans à cet endroit. Il a lancé une mine anti-char sur un drone ennemi à quelques mètres de là, qui a explosé. Emportant le ORC avec lui, c'est une histoire complètement folle, incroyable, hors norme. Passons maintenant à des nouvelles plus sérieuses, mes amis. Juste pour illustrer que les Russes n'ont pas changé leur tactique. Pendant ce temps, là où je passais mes vacances, ils ont intensifié l'utilisation de ces tactiques. Par exemple, dans cette vidéo précise, vous pouvez voir 2 filles de l'armée ukrainienne, des infirmières, soignant 2 prisonniers de guerre russes. Maintenant, ces 2 prisonniers faisaient alors partie d'un groupe de 110 hommes. Envoyés à l'assaut dans la direction de Louhansk, l'une des lignes de front dans la direction de Louhansk, leur commandant, dont le nom de code est ZEK, a marché avec eux jusqu'à la ligne de front, puis les a poussés à avancer et a ensuite disparu, repartant en arrière. C'est ce que font les commandants des unités d'assaut, Stormz et Storm. Leur responsabilité est de placer la chair à canon devant les canons ukrainiens, puis de repartir préparer la prochaine vague. Donc sur ces 110, ces 2-là ont été capturés. Ils sont blessés et les médecins ukrainiens, dont l'un est géorgien en fait, sont en train de soigner leurs blessures, ce qui est assez réconfortant à voir. Des événements graves se déroulent. La Russie a mené une attaque majeure de drones et de missiles contre la Corée. Nous allons regarder cela plus tard dans cette vidéo. Et pourtant, vous voyez ici des médecins ukrainiens et géorgiens prendre soin des prisonniers de guerre russes, alors que ces mêmes prisonniers de guerre, s'ils découvraient dans cette unité, ils feraient simplement... Cela révèle la nature intérieure des gens, montrant ce qu'il y a à l'intérieur des Ukrainiens et des Russes, et les horreurs dont ils sont capables. Les Ukrainiens prennent soin même des prisonniers de guerre russes. Parfait, mes amis. Maintenant, passons en revue la carte militaire. Parce que pendant que je prenais mes vacances, et je les ai vraiment appréciées, en fait, vous m'avez permis de les prendre et je vous en suis reconnaissant. Mais maintenant que je suis de retour, je vois que les Russes avancent. L'une des plus grandes offensives est de prendre Tchassivyar. Tchassivyar est situé à l'est de l'Ukraine. Voici la carte militaire Deep State avec ses flèches. Il est absurde de parler de flèches, car c'est devenu un mème chez les blogueurs militaires qui en dessinent partout, indiquant des attaques à divers endroits. Pour faire simple, ces flèches montrent les plus grosses offensives, les plus grosses vagues de quotidiennes d'assaut des Russes. Comme vous pouvez le voir, Tchassivyar, la ville juste ici, à partir de Bakhmout, c'est à environ 10 km. Depuis que les Russes ont pris Bakhmout, leur objectif est ce qui est de prendre Tchassivyar. Maintenant, ils en ont pris à peu près la moitié. Le ministère russe de la Défense a affirmé qu'ils avaient pris Tchassivyar, mais ce n'est pas le cas. La carte et les troupes sur le terrain ne le confirment pas. Nous avons de nombreuses vidéos à examiner. Que les Russes n'ont pas pris Tchassivyar. Mais ils sont à l'intérieur de la ville, en fait dans la majeure partie de la ville. Mais je veux juste vous montrer un peu les unités qui mènent l'attaque en ce moment. Tout d'abord, la 98e division aéroportée. 98e division aéroportée.
Ensuite, nous avons de nouveau le 200e régiment de fusiliers motorisés, la division aéroportée, la 7e brigade d'assaut aérien, le bataillon des forces spéciales. Nous avons des forces spéciales et des régiments de fusiliers motorisés. Le régiment de fusiliers motorisés est une unité standard de l'armée russe régulière, menant les assauts en première ligne. Et ce sont ces troupes aéroportées, qui seront envoyées après quelques vagues de ce que l'on va simplement appeler un régiment de fusiliers motorisés standard, après qu'ils aient subi des pertes et épuisé les munitions ukrainiennes. Les brigades d'assaut aérien progresseront avec leurs véhicules blindés de transport de troupes ou à moto et tenteront d'avancer de quelques centaines de mètres. C'est la tactique, c'est ce qu'ils utilisent aussi à Tchésiviar. Je veux vous montrer une vidéo à ce sujet, car nous en avons une, bien sûr. Ils font ça tous les jours. Je vous en montrerai le plus possible. À Tchésiviar, ce qui retient l'assaut russe, c'est la 24e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Ils utilisent un drone de reconnaissance aérien à la périphérie de Tchésiviar. Et nous voyons en ce moment ces troupes d'assaut aéroportées entrer avec 2 véhicules blindés de transport de troupes. Après que les Ukrainiens ont éliminé le régiment de fusiliers motorisés, les vagues d'assaut de chair à canon les ont tous blessés ou éliminés. Et maintenant, ces gars-là arrivent d'ailleurs. Ce qui est étrange, c'est que la 24e brigade mécanisée d'Ukraine rapporte qu'il y avait soi-disant 5 femmes dans ce groupe de quoi? Qu'est-ce que c'est? 15 assaillants. 5 soldats et femmes, c'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Donc 2 véhicules blindés, 15 gars, 15 soldats. Ils se sont répartis en 3 groupes, et on peut le voir parfaitement. Ils descendent tous des véhicules et regardent les flèches. Groupe 3, groupe 2, groupe 1. Ils vont à différents endroits en essayant d'étendre la zone de contrôle afin de pouvoir envoyer plus de troupes dans cette zone sécurisée pour prendre plus de territoire, comme une zone d'atterrissage dans la ville. Mais je ne vais pas vous montrer le carnage, le massacre ou les explosions, mais que se passe-t-il ici? Je vais arrêter maintenant. L'Ukraine envoie-t-elle des munitions à fragmentation, des drones et de l'artillerie, du feu? Bam 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 partout, et tous ces groupes sont maintenant éliminés. Cela se passe jour après jour après jour, et avec ces tactiques, ils avancent de 30 mètres par jour, de 100 mètres par jour, et ils subissent des pertes. Mais si je vous montre tout cela, c'est pour vous prouver que Tchassiviad n'est pas prise par les Russes. Et je viens de l'illustrer, encore une fois pour vous. Le ministère russe de la Défense a très faim, le peuple russe a très faim d'un autre Bakhmout. Ils veulent voir ces drapeaux russes flotter comme au sommet du Reichstag, vous savez. Alors les Russes mènent ces opérations d'information. Regardez ça, ils envoient ces troupes Storm Z ou des régiments de fusiliers motorisés avec des drapeaux, parfois sans armes. C'est un aller simple. Regardez ces vidéos, c'est Tchess et VR, et toutes ces zones sont contrôlées par l'Ukraine, mais pendant un bref instant, un drone russe est dans les airs. Et ces gars sont envoyés avec les drapeaux et vous obtenez ces images. Peu importe la vérité, les Russes voient que les drapeaux russes flottent au-dessus de Chelsea, c'est tout. Tous ces gars-là nourrissent maintenant les tournesols sur le sol ukrainien. Regardez ça, ils sont partis et leurs mères n'auront que des pierres à recevoir. Mais les vidéos sont bonnes, le ministre russe de la Défense les partage avec le public russe. Et le public pense « Oh, nous avons pris une autre ville comme nos grands-pères ont pris le Reichstag ». Mais encore une fois, ils ne le montrent pas. En 5 minutes, des drones se connectent à chacun de ces types, et tout ce qu'ils avernent, c'était donc des drapeaux, même pas d'armes. Parfois, ce n'était pas, je n'appellerais pas ça une opération d'information, parce qu'il y a de vrais guerriers qui y vont et qui meurent. Donc. Mais c'est un coup de propagande qui coûte la vie à de nombreux Russes, c'est ce que c'est. Mais mes amis, ce ne serait pas une vraie vidéo de moi sans vous montrer. Les Russes fument d'amants de manière extrêmement négligente sur leur propre territoire, et bien sûr, je parle d'eux qui fument sans aucune précaution. Dans l'usine d'électronique ici, on peut voir un drone ukrainien survoler une ville russe à 550 km de la frontière. Il volait, s'occupant de ses affaires, et puis soudain, il s'écrase contre un bâtiment d'une usine d'électronique russe. Évidemment, le drone n'est pas lié à l'explosion qui a eu lieu ensuite. Je veux dire, ce n'est pas le drone, c'est un soldat russe qui travaille dans l'usine, il allume juste une cigarette au mauvais endroit.
Ce matin, des drones ukrainiens ont attaqué l'usine Radiosavod dans la ville russe de Benza. Benza Radiosavod, ce qui se traduit par usine de radio. Usine des radios. Very Original est une entreprise spécialisée dans la production d'équipements pour les systèmes modernes de contrôle automatisé mobile. Et nous avons également de nombreuses satellites de tout le complexe. Il faudrait beaucoup de soldats négligents en train de fumer pour faire tomber l'ensemble de ce complexe. Mais un début est un début. Mes amis, je n'ai pas fait ça pendant tout ce temps. J'étais en vacances, mais avant ça, je ne l'ai pas fait pendant 1 mois, mais maintenant, je suis prêt à continuer. Nous avons 4 noms. Ce sont les plus grands soutiens, les plus grands héros de cette chaîne, qui m'ont permis de prendre mes vacances. Et j'en avais vraiment besoin. Parce que la guerre est mauvaise pour l'esprit, c'est aussi simple que ça. Si je peux prendre un petit congé loin de tout ça, c'est bon pour moi, c'est bon pour la longévité de ce que je fais. Et tu as permis que cela arrive. Barry Cox, merci, quel Frankis, alias foutu Frankis. Merci, monsieur Frankis. Ces 4 personnes m'ont permis de prendre mes vacances et maintenant je suis de retour reposé et je ferai des vidéos pour vous pour toujours. Merci. Si vous aimez ma chaîne, offrez-moi un café. L'abonnement mensuel est la meilleure façon de vous assurer que je puisse continuer à le faire maintenant, mes amis. Quelque chose d'énorme que vous savez déjà. Mais comme j'étais en vacances, je ressens le besoin de le mentionner. Je dois parler de tout ce grand sujet. Il s'agit de la faille d'Aeroflot, de l'attaque de hackers contre Aeroflot. Vous savez, la compagnie aérienne russe d'État qui est responsable de presque tous les vols internes et externes en Russie et à l'étranger. Presque tout ce qui concerne les avions et les civils, c'est Aeroflot, qui est la même compagnie qui faisait la même chose à l'époque de l'Union soviétique. D'ailleurs, leur blason ou leur logo porte encore la faucille et le marteau. Étrange. Des groupes de partisans ukrainiens et biélorusses ont attaqué Aeroflot le 28 juillet. En fait, ils avaient le contrôle des serveurs, ils étaient à l'intérieur des serveurs pendant 1 an. Mais le 28 juillet, ils ont décidé d'agir enfin, de se retirer et de rendre cela public. Et c'était énorme, c'était le chaos. Des avions ont été cloués au sol, des vols annulés, les remboursements n'ont pas été effectués. Même le planning de ravitaillement en carburant a été complètement chamboulé. Tout. Je veux juste vous montrer une photo prise au moment de l'attaque, le 28 juillet. Voilà à quoi ressemblaient les cieux russes, complètement dégagés, avec encore quelques avions en l'air. Ils vont bientôt atterrir et plus personne ne décollera pendant quelques jours. Après cela, je veux vous donner un aperçu de ce que c'était vraiment. Les cyberattaques sont pénibles et ennuyeuses, soyons honnêtes. Je ne peux pas vous montrer d'explosion, je ne peux pas vous montrer de territoires envahis ou libérés. Mais je dois parler de ce qui a fait mal, de quels ont été les dégâts. Alors je vais essayer de le faire. Les hackers faisaient partie de 2 groupes distincts qui ont travaillé ensemble. Comme je l'ai mentionné, l'un était des hackers partisans ukrainiens, l'autre des hackers partisans russes, et ils s'appelaient avec Corbeau Silencieux et Cyberpartisans. Vraiment un nom cool. Voici le message qu'ils ont laissé, un peu simple et un petit salut aux employés russes d'Aeroflot. Et ils ont aussi publié une autre photo, ce qui est vraiment étrange. Voilà ce qu'ils ont trouvé, comme s'ils avaient eu accès à presque tout. Aeroflot avait tout. Donc voici une capture d'écran du bureau d'un employé d'Aeroflot avec un fichier appelé mot de passe. Waouh, ça c'est la sécurité en ligne, mes amis. C'est fou. Les hackers ont déclaré que le président directeur général d'Aeroflot utilisait Windows XP et que les serveurs dataient de 2003. Donc c'est comme un équipement massif et obsolète avec tellement de failles ou de sécurité. C'était super facile pour eux d'accéder à tout. Ils ont dit qu'ils ont eu accès grâce au mot de passe personnel du président directeur général qu'il n'a pas changé depuis 3 ans. Un président directeur général de la principale compagnie aérienne russe, responsable de la majorité du transport aérien à l'intérieur de la Russie, n'a pas changé son mot de passe et utilise Windows XP en 2003. Waouh. Et j'ai trouvé un très bref aperçu. Il y a beaucoup de textes à ce sujet, mais j'ai trouvé le plus court possible, comme ça tu sauras tout. C'était tellement énorme. Je veux juste que tu sois au courant si tu ne l'es pas déjà.
Résumé de la journée chaotique d'Aeroflot. Aeroflot a été déclaré en catastrophe suite à une cyberattaque massive. L'infrastructure numérique de la compagnie aérienne est tombée en panne. Le site web, le système de réservation, les guichets et les systèmes de calcul du carburant ne fonctionnent pas. Les avions sont cloués au sol, les employés n'ont plus accès au travail, aux ordinateurs et aux emails. Il y a d'énormes files d'attente à l'aéroport, les gens sont coincés avec leurs bagages et la climatisation. Aeroflot a perdu entre 259 millions et 500 millions de roubles rien qu'en une seule journée à cause d'une attaque de hackers sur son infrastructure informatique. Les Russes, bien sûr, ont immédiatement accusé les Ukrainiens, ce qui est vrai, car ce sont les hackers ukrainiens et biélorusses qui ont fait cela. Ici, vous pouvez voir la liste des vols annulés. Il y en a beaucoup. De plus, les hackers ont détruit 7000 serveurs. Et ici, vous pouvez également voir un extrait des aéroports. Je veux dire, tout est en rouge, tout est retardé ou annulé. Les gens ne reçoivent pas de remboursement, ils n'ont aucune information. Vous savez comment c'est, vous êtes à l'aéroport, c'est retardé, vous voulez partir, vous demandez au comptoir et personne ne vous dit rien. Pas de nouveaux vols, pas de remboursement. Tellement frustrant. Cela s'est produit partout en Russie, dans chaque aéroport. C'est énorme au milieu des retards massifs et des annulations de vols. Réseau de transport FERNA, ce que les passagers doivent faire et à quoi ils peuvent donc s'attendre. En gros, de la misère et des horaires complètement chamboulés. Le souci, c'est qu'en Russie, ils ne résoudront pas les problèmes ainsi. Quand quelque chose d'aussi grave se produit, normalement, il faut encaisser le coup, l'analyser et changer pour éviter que ça ne se reproduise à l'avenir. En Russie, ce système ne fonctionne pas comme ça. Le processus, les étapes ne sont pas comme ça. C'est encaisser le coup. Blâmez quelqu'un, mettez-le en prison ou jetez-le par la fenêtre et continuez comme si de rien n'était. Ça va arriver et j'ai déjà préparé quelques mèmes pour toi. Je veux dire, le ministre russe des Transports a été, appelons les choses par leur nom, exécuté il y a plus d'un mois et maintenant ça, c'est arrivé. Les officiels russes ont maintenant le choix entre le thé, le poison, le thé, la fenêtre ou une autre option. Le ministre russe des Transports, le nouveau ministre des Transports, fenêtre ouverte, armes chargées, thé empoisonné en Russie. Si tu es au sommet comme ça, tu vas être tenu responsable de tout ce son qui se passe et rien ne changera. L'attaque se reproduira encore et encore, mais quelqu'un tombera par la fenêtre à gauche et à droite à cause de ça. Chaque coup de ce genre nécessite que quelques responsables tombent par la fenêtre, puis les choses continuent comme si de rien n'était. Maintenant, mes amis, nous allons devenir un peu plus internationaux. J'ai observé ce qui se passe en Russie, en Ukraine, aux États-Unis et avec Trump. Pendant mes vacances prises à l'université de Montpellier, il m'arrive de regarder ce que Trump a fait. J'ai suivi ça et ça m'a bien diverti. Tu sais, Blondrecher, j'ai planté quelques fleurs pendant mes vacances et ensuite j'ai regardé ce que Trump a fait. Et ça m'a bien fait rire, un petit rire sincère. Mais maintenant, enfin à la fin de mes vacances, fin juillet, j'ai remarqué un changement dans le comportement de Trump envers la Russie et envers les pays qui achètent du pétrole russe. Par exemple, Trump punit l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe. Enfin, les États-Unis d'Amérique disposent d'une arme massive qui est les sanctions et les tarifs douaniers. S'ils l'utilisent pour punir la Russie, s'ils l'utilisent contre le Canada, le Mexique et l'Union européenne, ils se punissent eux-mêmes. Mais s'ils l'utilisent contre des pays tiers qui achètent du pétrole russe, c'est une arme contre la Russie. Maintenant, enfin, Trump utilise les tarifs douaniers et les sanctions contre la bonne cible, l'Inde, parce que l'Inde est l'un des plus grands acheteurs de combustibles fossiles russes depuis 2022. Avant le nouveau paquet de tarifs de vendredi, Trump a annoncé qu'un tarif de 25% serait imposé à l'Inde. Avec une autre sanction non spécifiée pour l'importation de pétrole et d'armes russes malgré les sanctions américaines, donc Trump dirige enfin son arme tarifaire vers la bonne cible. Finalement, ça change vraiment les choses. On pourrait penser que ça ne fait rien. Trump est une marionnette russe, d'accord, mais le fait est que ça change vraiment les choses. Parce que la Russie est capable de combattre et d'envahir l'Ukraine. Parce qu'ils reçoivent de l'argent de pays comme l'Inde et la Chine, qui achètent pour des milliards, des dizaines et des centaines de milliards de leurs combustibles fossiles. Si vous punissez par exemple l'Inde pour avoir fait cela, l'Inde voudra être sur la liste des amis des États-Unis. Et cela montre que les entreprises publiques indiennes ont cessé d'acheter du pétrole russe après les lourds tarifs imposés par Trump. Elles se sont maintenant tournées vers le pétrole brut moyen-oriental et africain.
Certaines entreprises privées continuent sur leurs achats, mais probablement pas pour longtemps. L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, est le principal acheteur de pétrole russe acheminé par mer. Ce sera douloureux, comme lors du changement pour le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Cela va vraiment faire très mal à la Russie. Ils vont encore perdre un client qui leur a payé des centaines de milliards en quelques années pour sauter pour le pétrole. Maintenant, cela change parce que Trump, enfin, je ne sais pas, a peut-être réalisé quelque chose, donc cela aura un effet. De plus, Trump s'en est pris à l'Inde et à Medvedev dans le même tweet. Je veux le lire aussi, parce que ça m'a vraiment fait rire pendant que je plantais de mes fleurs. Je me fiche de ce que l'Inde fait avec la Russie. Ils peuvent couler leurs économies mortes ensemble, ça m'est égal. Oh oui, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire. Je suis d'accord avec Trump, mais cette phrase-là, il n'y a rien ici avec quoi je ne serais pas d'accord. Ils peuvent acheter couler leurs économies mortes ensemble, ça m'est égal. Nous avons fait très peu d'affaires avec l'Inde. Leurs tarifs douaniers sont trop élevés, parmi les plus élevés au monde. De même, la Russie et les États-Unis ne font pratiquement aucun commerce ensemble. Gardons les choses ainsi. Une fois de plus, c'est incroyable que je sois d'accord avec lui, ne serait-ce qu'un instant. Et dites à Medvedev, l'ancien président raté de la Russie, qui pense qu'il est toujours président, de faire attention à ses paroles. Il s'aventure sur un terrain très dangereux. Le sel épicé vole partout, j'adore ça, cela conclut le sujet Trump. Je pense qu'il met beaucoup de temps à réaliser certaines choses, peut-être parce qu'il comprend très lentement. Au prix de vies ukrainiennes, il se rend compte que la Russie ne veut pas la paix. Il ne fera pas la paix. Cette guerre est l'héritage de Poutine et il ne l'abandonnera pas. Cela prendra du temps. Trump est comme un enfant de maternelle. Il faut vraiment lui marteler ce point. Malheureusement, chaque attaque contre la Corée avec des missiles signifie plus de victimes civiles ukrainiennes. Après 15 ou 20 attaques, Trump a finalement dirigé ses tarifs et sanctions contre l'Inde, ce qui nuit à la Russie. Mais maintenant, mes amis, je vais terminer cette vidéo avec un sujet que j'aime prononcer. Dieu punit la Russie. Parce que un séisme de magnitude, qui est l'un des plus grands séismes, pas le plus grand, mais l'un des plus grands jamais enregistrés dans le monde entier. Vous savez, l'un des plus grands. Et il s'est produit dans la région du Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe. C'est si loin de Moscou, j'en ai les larmes aux yeux. J'aurais aimé que ça se produise à Moscou, mais hélas non. Le fait est que cela a quand même provoqué un énorme tsunami. Le Japon et même Hawaï ont reçu une alerte au tsunami massive et un tsunami est effectivement arrivé là-bas. Malheureusement, ce tremblement de terre sous-marin a aussi blessé ces belugas, qui se sont échoués au Japon, donc ce tremblement de terre russe a puni les baleines japonaises. Elles sont magnifiques, regardez-les, elles sont jolies. Heureusement, ces pêcheurs japonais leur versent de l'eau dessus pour les garder bien au frais. Mais le fait est que c'est vraiment énorme. Regardons les images un instant pour voir à quoi ressemblait le tremblement de terre. C'est immense, n'est-ce pas? Mais il n'y a presque personne qui vit dans cette région. Mais ce qui a été endommagé, c'est la base de sous-marins de l'extrême-orient russe, c'est-à-dire la base principale de la flotte du Pacifique russe. Et j'en suis tellement content. Un tremblement de terre d'une magnitude de 8,7 a frappé près de Petropavlovsk-Kamtchatski, une ville située dans la même baie qui abrite plusieurs installations clés de sous-marins russes et des infrastructures navales. Compte tenu de l'intensité du séisme et du tsunami qui en a résulté, certains dégâts sont possibles. L'épicentre du séisme se trouvait à environ 100 km de la baie d'Avantia, qui abrite la flotte du Pacifique de la Russie, comprenant à la fois des sous-marins diesel et nucléaires. Les premières images, en provenance de Petropavlovsk-Kamtchatski, montrent des dégâts causés à la fois par les secousses sismiques et par le tsunami. Et c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il y avait 5 sous-marins à quai au moment du tsunami et du séisme, et nous n'avons pas beaucoup d'images de ce port d'attache spécifique de la flotte du Pacifique russe. Mais il y a eu des dégâts sur les infrastructures, et j'espère qu'il y a eu des dégâts sur les sous-marins. J'appellerais ça une punition divine pour les forces navales russes, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, je le dis à cause de la publicité Topshop. Mais attendez, ce n'est pas tout parce que le plus grand
Volcan de tout le continent européen est entré à nouveau en éruption au même endroit. La Russie, et c'est le seul pays où même la géologie a rejoint la résistance. Après le séisme aérien le plus puissant de l'histoire, le plus haut volcan d'Eurasie entre soudainement en éruption. On dirait que la nature moderne elle-même en a assez de vivre sous Poutine, encore une fois. Oui, j'ai mes blagues, mais en réalité, je dois être honnête avec vous. Ceci fait partie d'une zone géologique que nous appelons la ceinture de feu. Il y a de nombreux volcans et des séismes fréquents, presque mensuels, dans cette région. Bien que généralement de faible intensité, celui-ci était puissant. Et autant que j'aimerais dire que Dieu punit la Russie, c'est juste ce qui se passe dans la ceinture de feu. C'est la zone de connexion des plaques tectoniques, et c'est ce qui s'y passe. Alors bon, mais non, c'est Dieu qui punit la Russie. C'est là-dessus que je vais m'arrêter, c'est ce que je vais vous laisser. Bien sûr, un petit détail de plus que vous ne saviez pas, c'est que Trump a en fait ordonné ce tremblement de terre et a ordonné que ce volcan entre en éruption comme un avertissement à la Russie. Parce qu'il accorde, il donne à Poutine encore 5 ans de délai, 5 ans, et ensuite Poutine doit mettre fin à cette guerre. Trump pousse vraiment fort. Donc vous savez, il a montré un peu de force et a ordonné que ce volcan s'éveille pour montrer à Poutine qu'il est sérieux. Blague à part, mes amis, je suis content d'être de retour pour faire des vidéos pour vous. En fait, ce processus m'a beaucoup manqué. Créer ces vidéos donne énormément de sens à ma vie. J'ai le sentiment d'être utile et que vous avez besoin de moi pour réaliser ces vidéos. Je me sens bien quand je les fais parce que je fais des blagues, et tu sais, ça m'aide aussi mentalement. Bien sûr, j'ai besoin de me reposer et je me suis reposé, mais c'est évidemment difficile de me reposer quand je n'ai pas une de mes activités préférées, qui est de faire des vidéos comme ça. Mais on ne peut pas travailler tout le temps, surtout quand c'est la guerre, donc c'est cette situation étrange où je me force à me reposer. Et je peux le faire grâce aux membres mensuels de Buy Me a Coffee. Mais je dois le faire, sinon. Je ne pense pas que je pourrais faire ça sur le long terme, parce que rendre compte de la guerre, de la mort et de la souffrance est déjà très difficile. Je fais des blagues, mais ça me marque. Alors merci de m'avoir permis de prendre des vacances, et maintenant merci d'être revenu. Et je suis de retour, prêt à attaquer jusqu'à ma prochaine vidéo. Mes amis, ce sera donc chaque lundi, mercredi et vendredi, alors assurez-vous d'être de retour et au revoir.